À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, des néo-fascistes italiens. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néo-fascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind, ou Gladio, le glaive en italien. En mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Partout, les gens en liesse envahissent les rues et les places pour fêter la victoire sur Hitler et le Troisième Reich. Aux États-Unis, le président Truman s'adresse à la nation dans une allocution à la radio. With the destructive force of war removed from the world, we can turn now to the grave task of preserving a peace. It is one in which we must collaborate with our allies and the other nations of the world. Mais la coopération avec l'Union soviétique, l'allié d'hier, ne dure que quelques mois. Une nouvelle ligne de front se dessine dans le monde. Après le danger fasciste, c'est la peur du communisme qui hante le gouvernement américain. La crainte d'une révolution communiste mondiale. C'est pourquoi le National Security Council voit le jour en 1947 à la Maison-Blanche. Ce Conseil national de sécurité rassemble ministres et conseillers de la présidence. Sa préoccupation essentielle, la sécurité du monde libre et la suprématie militaire de l'Union soviétique. Un an plus tard, ce Conseil de sécurité adopte un programme de plusieurs millions. Il s'agit de mettre sur pied en Europe de l'Ouest des unités paramilitaires secrètes. Elles opéreront à couvert sous le nom de Stay Behind, allusion à ceux qui resteront derrière le front, et plus tard, sous celui de Gladio. L'Université américaine de Washington. Christopher Simpson enseigne ici. Ce professeur d'histoire a publié un grand nombre d'études sur la politique extérieure secrète des États-Unis après 1945. En 1948 a été une année déterminante. On a entériné à ce moment-là les principales directives concernant le renseignement de l'époque. Celles concernant la guerre psychologique et la propagande l'ont été au même moment. And behind their curtain, they mask their strength. We don't know when they're going to move or if they're going to move west. But whenever and if ever, we've got to be ready. Dans l'éventualité d'une attaque soviétique, les États-Unis mettent sur pied des unités paramilitaires secrètes pour harceler l'ennemi derrière les lignes. Les gouvernements concernés sont d'abord tenus dans l'ignorance. Dans un premier temps, en Allemagne de l'Ouest aussi, on ignore tout de cette armée secrète. Les Américains mettent matériellement et financièrement tout en œuvre
pour édifier dans le pays une démocratie destinée à faire rempart au communisme. Personne ne sait vraiment quelles sont les intentions des soviétiques, car à cette époque, les services secrets des États-Unis ne disposent d'aucune information sur l'Union soviétique. Mais les Américains collaborent déjà étroitement avec un officier allemand qui a proposé à leurs services secrets de travailler pour eux. En mai 1945, il est envoyé par avion aux États-Unis avec de précieux dossiers. Il s'appelle Reinhard Gehlen. C'est un nazi impénitent et un chasseur de communistes. Il opérait au sein du service de renseignement de la Wehrmacht, chargé du front de l'Est. Un vrai spécialiste. Rares sont ceux qui, comme lui, ont réussi à changer de camp avec autant de facilité. Les Américains étaient en effet impatients d'obtenir de Gehlen les informations qui leur manquaient. Elles concernaient le potentiel militaire de l'Union soviétique, son économie et ses infrastructures. Les services américains s'intéressaient à Gehlen, d'abord pour les informations qu'il avait recueillies sur le front de l'Est, qui concernaient l'Union soviétique et les États satellites d'après 1945, mais aussi et surtout pour les réseaux de contacts et les taupes que Gehlen disait y avoir. Erich Schmidt-Enbohm est directeur de l'Institut de recherche sur la paix à Weilheim. Ses travaux sur l'histoire et les compromissions des services secrets allemands ont toujours eu un grand retentissement. Gehlen détenait d'une part beaucoup de dossiers provenant du service de renseignement du front de l'Est, donc des informations sur les forces armées soviétiques, qui faisaient totalement défaut aux Américains parce qu'ils n'avaient pas espionné leurs alliés de 1939 à 1945. D'autre part, Gehlen avait su gagner la confiance de nombreux ex-officiers de son service et celle d'autres membres des différents secteurs du renseignement nazi. Enfin, il disposait d'un réseau étendu de contacts en RFA et dans la zone d'occupation soviétique. En été 1946, sur ordre des Américains, Reinhard Gehlen est envoyé en Allemagne. Il a pour mission de mettre sur pied un service de renseignement allemand que les Américains financeront pour surveiller l'Est. Et Gehlen participe activement à la mise en place du réseau secret Stay Behind, autrement dit Gladio. Le but était d'abord d'implanter de petits groupes d'agents secrets à proximité de 75 aéroports et nœuds routiers importants. Ils avaient plusieurs missions. La première était de transmettre les mouvements des troupes soviétiques dès qu'elles seraient à leur hauteur. La deuxième consistait à faire passer à l'Ouest certaines personnalités d'importance. Et enfin la troisième, de réaliser des opérations de sabotage, en particulier sur les voies de chemin de fer et sur les ponts, pour gêner les déplacements des troupes soviétiques. L'ancien siège du consortium chimique IG Farben à Francfort. Les Américains l'ont utilisé jusqu'à la fin des années 80 comme quartier général. C'est depuis cet endroit que leurs services secrets vont mettre en place en Allemagne de l'Ouest les unités paramilitaires secrètes s'appuyant sur l'organisation Gehlen. Reinhard Gehlen se charge en personne du recrutement des agents des commandos Stay Behind. Les camps de prisonniers de guerre et d'internement sont un vivier de choix pour trouver des Allemands fiables, destinés à aider l'armée américaine. La qualité la plus recherchée, un anticommunisme marqué. Ces Allemands fiables sont surtout des vétérans de la Wehrmacht ou des Waffen-SS. Et pour les criminels de guerre, c'est une chance inespérée d'échapper à leur châtiment. Ceux qui avaient commis ces crimes ont bénéficié d'un tour de passe-passe bureaucratique. De collaborateurs nazis, ils sont passés à combattants anticommunistes de la liberté. C'étaient les mêmes personnes. On n'avait même pas changé leur adresse. On savait exactement qui était qui.
Mais à cause du retournement de la situation politique, un dangereux nazi devenait un élément utile. Poulard, un faubourg de Munich. Un quartier général s'installe dans l'ex-lotissement Rudolf Hess. En juillet 1949, la CIA prend sous son aile l'organisation Gehlen, ancêtre du BND, le service fédéral allemand de renseignement. Le rideau de fer. Il deviendra la frontière entre les futurs RFA et RDA. Tout du long, les commandos Stay Behind se tiennent prêts. En cas d'attaque soviétique, ils sont chargés d'épier les mouvements de troupes et de se livrer au sabotage. Ils sont équipés par les Américains. Au début, tous les commandos Gladio sont financés par les États-Unis. Il était interdit par les Alliés de détenir des armes ou des émetteurs-récepteurs. Donc les commandos ne pouvaient s'équiper qu'avec une autorisation de l'armée américaine, plus précisément du Counter-Intelligence Corps. L'instruction des commandos Gladio était évidemment prise en charge et couverte par les militaires américains dans de vastes camps d'entraînement. C'est surtout à proximité de la frontière avec la future RDA que les recrues des commandos Gladio installent leurs dépôts d'armes. Là, ils entreposent des explosifs, des armes et des radios pour le jour X, celui de l'invasion soviétique. Ni la population, ni le gouvernement, ni le Parlement ne sont informés. Mais le 9 octobre 1952, à cause d'une plainte déposée à la préfecture de police de Francfort, les agissements de Gladio risquent pour la première fois d'être dévoilés au grand jour. Il apparaît que d'ex-nazis se retrouvent dans une organisation d'extrême droite, le Bund Deutscher Jugend, la Ligue de la jeunesse allemande, appartenant à la mouvance paramilitaire secrète en Europe. Environ 2000 membres de cette ligue sont entraînés par les Américains pour se battre comme francs-tireurs contre les troupes soviétiques. Mais en cas d'invasion, ils sont aussi chargés de s'occuper des collaborateurs potentiels au sein de la RFA. Ces militants présumaient que les communistes de la RFA soutiendraient l'avance des troupes soviétiques en jouant le rôle d'éclaireurs et de saboteurs. Ils supposaient aussi qu'il y aurait, jusque dans les rangs des sociodémocrates, une forme de collaboration avec les occupants soviétiques. Ils ont donc préparé l'internement préventif de ces éléments, disons, peu fiables. Il s'agissait des leaders du Parti communiste, ensuite d'un bon nombre de sociodémocrates, et enfin cela allait jusqu'au cercle proche des églises, protestantes et catholiques, où se rencontraient des opposants à toute forme de réarmement qui avaient tiré les enseignements de la Deuxième Guerre mondiale. Le mouvement pacifiste naissant en Allemagne de l'Ouest représentait, sans aucun doute, aux yeux des membres de la Ligue de la jeunesse allemande, le danger numéro 1. C'est un scandale. Le Parlement de la Hesse crée une commission d'enquête et l'affaire secoue même le Bundestag. Mais les Américains refusent toute explication. À ce moment-là, on a abouti à une confrontation entre les instances officielles de l'Europe démocratique et le monde clandestin de la politique militaire, avec ses opérations de type Gladio. Parfois, ces deux mondes se heurtaient. Mais en règle générale, ces agissements clandestins se déroulaient sans encombre, à l'abri des sociétés démocratiques. On peut retrouver des traces du passage des commandos Gladio ici, à Wald-Michelbach, dans la région de l'Odenwald. Dans les années 50, c'était un terrain idéal pour des opérations clandestines, car très reculé. La Ligue de la jeunesse allemande avait investi ce village pittoresque pour y entraîner ses partisans. Peter Sattler, un historien local, a passé des années à rassembler et à collationner des informations. Da kamen immer so 5 bis 10 Männer,
Ils arrivaient par groupes de 5 à 10 hommes, des inconnus. Dans un village, on s'observe évidemment, mais personne ne les connaissait. Le bruit s'est répandu qu'il se passait quelque chose dans la forêt. En plus, il y avait des Américains. Aujourd'hui, nous savons que c'étaient des instructeurs qui formaient dans la fameuse maison des partisans des hommes qu'ils avaient recrutés. En cas d'invasion de l'Allemagne par l'Union soviétique, ils étaient censés agir comme francs-tireurs dans les régions occupées. Peter Sattler nous emmène tout au bout du village de Wald-Michelbach, là où s'entraînaient les recrues anticommunistes de la Ligue de la jeunesse allemande. Le bâtiment, aujourd'hui démoli, était connu sous le nom de Maison des partisans. Ça se passait dans le plus grand secret. C'était la dernière maison de la vallée. Tout autour, il n'y a plus que la forêt. Voilà la maison des partisans de Wald-Michelbach. Les membres de la Ligue de la jeunesse allemande s'entraînaient là et dans une galerie attenante. Un voisin est interviewé par la télé en 1996. Hier befinden wir uns an der Rückseite des sogenannten Partisanenhauses. Hier im hinteren Bereich war der sogenannte Schießstand der Gruppe. Dieser Keller, dieser unterirdische Keller zieht 10 Meter in den Berg und war also bestens geeignet, um Schießübungen zu machen. Man hat hier also sowohl die Schießspuren am Rand gefunden, als auch die leeren Patronenhülsen. C'est à peine croyable qu'on ait pu recruter des nazis dans une démocratie, qui plus est alors qu'elle venait de naître et qu'elle devait ouvrir des perspectives totalement nouvelles. On a du mal à comprendre comment les Américains ont pu s'embringuer dans une histoire pareille. Mais tous ces types avaient de l'expérience, alors ils les ont recrutés. Même si c'était des SS et des soldats de la Wehrmacht. C'est en 1953 seulement que les États-Unis informent officiellement le gouvernement fédéral de la poursuite du programme des commandos paramilitaires secrets, sans aucune protestation des Allemands. Explication. Depuis 1950, la RFA prépare la création de sa nouvelle armée. Mais un réarmement n'est possible qu'avec l'accord des alliés occidentaux, sous l'égide de l'OTAN et des USA. C'est pourquoi Adenauer souhaite éviter tout conflit avec les Américains. À la fin des années 50, la phase de mise en place des commandos Gladio est terminée. Mais le jour X se fait attendre. Donc, des années 50 à 70, ce qui fait tout de même une trentaine d'années, une question s'est posée. Que vont-ils faire en attendant le jour où les Russes arriveront? Eh bien, ils se sont mis à s'impliquer clandestinement dans les luttes politiques dans leur propre pays, utilisant la propagande, la violence et l'intimidation. Des luttes politiques clandestines? Est-ce que ça pouvait exister en Italie? Le pays est membre de l'OTAN depuis 1949. Ici aussi, les États-Unis ont mis en place, comme en Allemagne, des commandos Stay Behind ou Gladio. Car ici aussi, on table sur une invasion soviétique et on s'y prépare en secret sans informer qui que ce soit. Mais pour les conservateurs et les néofascistes italiens, l'ennemi s'est depuis longtemps déjà installé dans le pays, c'est le Parti communiste. L'Italie est le pays avec le plus grand nombre de communistes inscrits au PC au monde. C'est le seul pays démocratique où un parti communiste a dépassé les 30% de voix aux élections. C'était en 1975-76. Évidemment, cela préoccupait les commandements militaires internationaux. 1968. Les tensions politiques, amplifiées par un nombre croissant de conflits sociaux, provoquent des troubles en Italie. Les élections du mois de mai font du Parti communiste la deuxième force du pays. Les néofascistes italiens planifient la terreur. Avec un attentat, on obligera le gouvernement chrétien-démocrate à déclarer l'état de siège pour barrer la route aux communistes.
Nous sommes sur la Piazza Fontana de Milan, le 12 décembre 1969. Dans l'après-midi, une énorme explosion ébranle le centre-ville. C'est le premier attentat en Italie dont le Gladio va être soupçonné. À cette heure de la journée, la foule se presse à l'arrêt de tramway. Visée par l'attentat, une grande banque, le Crédit Agricole. On relèvera 16 morts et 88 blessés. La gauche est immédiatement suspectée. Mais toutes les pistes conduisent rapidement au groupe néofasciste Ordine Nuovo, Ordre Nouveau. Il y a eu 5 procès liés à l'attentat de la Piazza Fontana. Ils se sont tous soldés par des acquittements. Le dernier s'est terminé il y a 3 ans seulement, avec la condamnation des accusés, mais ils ont été acquittés en appel. Et la Cour de cassation a confirmé l'acquittement. Une demande de réouverture de la procédure a été faite récemment, en fonction d'éléments nouveaux. Mais 40 ans après les faits, ça me semble très difficile de recommencer le procès. Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Les attendus des sentences ne permettent pas de prouver grand-chose. Mais il est formellement établi, c'est une vérité historique, que ce massacre est à mettre au compte d'un groupuscule d'extrême droite, Ordine Nuovo. Le 31 mai 1972, une bombe cachée dans une Fiat 500 explose dans le petit village de Petteano, au nord-est de l'Italie. 3 carabiniers sont tués. Et à nouveau, c'est le même scénario. Les enquêtes visent la gauche. Bologne, le 2 août 1980. Ponctuel, l'Adriatic Express entre en gare, voie 1 à 10h20. On est samedi, des centaines de voyageurs veulent partir vers le sud. C'est le premier jour de vacances en Italie. Dans la salle d'attente qui donne sur la voie 1, une centaine de personnes patientent. C'est là que la bombe explose à 10h25. Une partie de la façade de la gare s'écroule. Le chaos est indescriptible. Il y a 85 morts. Je suis déjà venue plusieurs fois à Bologne et j'ai vu l'horloge qui s'est arrêtée à l'époque. À chaque fois, je suis très émue. Tu te sens presque comme un survivant d'une tragédie qui n'a aucun sens. Une chose pareille, c'est... L'explosion a été terrible. La gare a été pulvérisée. C'est le massacre le plus terrible que l'Italie a connu durant la période républicaine. Heureusement, si on considère les 85 morts, ma fille ne fait partie que des 200 blessés. Je suis très émue quand je parle de tout cela, parce que les blessés vivent avec ces souvenirs, qu'ils le veuillent ou non, même s'ils essaient d'oublier, comme le fait ma fille.
Mais je sais, parce que je suis sa mère, qu'elle n'a jamais réussi à oublier ce drame. Elle a une attitude de refus par rapport à tout ce qui touche à notre association des victimes de l'attentat. Elle ne veut pas s'y engager, ni participer aux cérémonies commémoratives. Son comportement découle directement de l'angoisse qui continue à l'envahir, même au bout de 30 ans. Nous sommes arrivés à Bologne avec beaucoup de retard. Notre train aurait dû arriver à 10h40, mais nous sommes entrés en gare à 13h30. Évidemment, plus personne n'était là pour venir nous chercher. Petit à petit, nous avons, disons, commencé à comprendre ce qui s'était passé. 3 des personnes venues nous chercher étaient gravement blessées. Et la mère de ma femme avait été tuée. On a compris très vite, et notre colère était indescriptible. Nous qui venions de donner un coup de main à la gare, nous avons rapidement réalisé que ça ne pouvait pas être un accident, que c'était un attentat. Immédiatement, on a pensé que c'était une bombe fasciste. C'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit. 15 ans après l'attentat, 2 néofascistes sont condamnés à Bologne à la suite d'un procès spectaculaire. 2 membres des services secrets de l'armée sont aussi condamnés pour avoir placé de faux indices dans le but d'éviter les poursuites aux coupables de l'extrême droite. Derrière le service secret, le parquet soupçonne des responsables appartenant aux plus hautes sphères du pouvoir en Italie. S'agissait-il d'imposer une politique d'ordre et de sécurité par le biais d'un massacre perpétré sur des civils? Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de preuves explicites. Libero Mancuso était chargé à l'époque par le procureur général de Bologne de l'enquête sur l'attentat à la bombe de la gare. Nous avons rencontré dans notre travail des difficultés de tous ordres, mais surtout parce que certaines institutions de l'État avaient intérêt à dévier l'enquête dans une direction erronée. On voulait lancer les magistrats sur de fausses pistes. Cela a commencé dès le premier jour. Les enquêtes ont été brouillées par une série de ce que nous appelons dépistaggi, des indiscrétions ciblées destinées à égarer sciemment les magistrats. Cela a fini par prendre des proportions effrayantes. Et tout cela se faisait avec le soutien et la couverture de nos propres services de sécurité. Derrière ces massacres, on discernait toujours des visées très inquiétantes à caractère politique indéniable. Paolo Bolognesi s'est fait le porte-parole des victimes et de leurs familles. Il ne cesse d'exhorter les autorités italiennes à lever le secret d'État qui frappe ces dossiers. Paolo Bolognesi veut que les politiciens, les vrais commanditaires des attentats, soient enfin tenus de rendre des comptes. Nous avons eu en Italie 14 massacres, pas un, 14. Il n'y a pas un seul cas où on a réussi à démasquer les vrais responsables. Cela en dit long sur la complexité des enquêtes et sur le pouvoir des services secrets, qui ont tout fait pour égarer les enquêteurs. C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de l'attentat de Bologne.
Cela met en lumière l'incapacité des milieux proches du pouvoir à assumer la responsabilité politique des attentats de ce type. Malgré tout, au cours de l'enquête sur l'attentat ayant causé la mort des 3 carabiniers en 1972 à Peteano, des révélations sur les dessous de l'affaire sont apparues au grand jour. À Venise, en 1981, soit 9 ans après l'attentat de Peteano, le juge d'instruction de l'époque, Felice Casson, déclenche une sensation politique. Il reprend l'enquête sur l'attentat et découvre l'existence de Gladio et l'implication de ses commandos paramilitaires. Au cours de l'enquête sur Peteano, nous avons mis à jour l'existence d'une structure secrète. Plus que secrète, je la qualifierais de clandestine. Et nous avons appris qu'elle s'appelait Gladio en Italie et Stay Behind au niveau international. Elle était clandestine car ni le gouvernement italien, ni l'état-major de l'armée et encore moins le Parlement ne l'avaient autorisée. Les investigations révèlent un élément étonnant. L'explosif qui a tué les 3 policiers provient d'un dépôt Gladio. Et c'est le type d'explosif militaire utilisé par l'OTAN. Il est apparu que les responsables étaient des néofascistes italiens et qu'ils avaient bénéficié d'une protection des carabiniers, de la police, des magistrats et surtout des services secrets italiens. De là s'est ouverte une procédure judiciaire extrêmement longue et ardue concernant tous les attentats qui avaient eu lieu en Italie. Et on a commencé à parler de stratégie de la tension. Les résultats de l'enquête de Casson sur Peteano obligent le Premier ministre italien à ouvrir les archives des services secrets. Il devint clair qu'il devait exister un lien entre Gladio, les services secrets et les milieux politiques. À l'automne 1990, il était devenu impossible de nier l'existence de Gladio. Je dirais que certains groupes politiques et certains organes du pouvoir trouvaient leur intérêt dans l'instauration d'un climat de tension sociale, politique, économique et syndicale pour susciter dans la population un besoin de paix, de tranquillité, de sécurité et d'ordre. C'était une tentative de bloquer les évolutions sociales dans le pays pour sauvegarder le statu quo. Ceux qui étaient au gouvernement devaient rester aux commandes. Et cette stratégie passait au besoin par l'emploi des bombes, des attentats et des meurtres. Les gouvernements conservateurs italiens et les services secrets ont-ils utilisé Gladio à des fins politiques? Même une commission d'enquête parlementaire ne put répondre définitivement à cette question. C'est certainement cette peur, la peur du communisme, la peur des communistes, qui a fait que Gladio est passé à l'action à Bologne. Au regard du procès, il n'y a pas de preuves. Le parquet n'a pas réussi à aller au fond des choses, à dévoiler ce qui était vraiment arrivé. Nous avons réussi à élucider certaines choses, comme pour l'attentat de Peteano. Dans les autres cas, nous sommes restés bredouilles. Nous ne disposons toujours pas d'une vision d'ensemble sur le rôle joué par Gladio. Il y a des témoins encore en vie qui refusent toujours de parler. Je crois qu'ils mourront en emportant leurs secrets dans la tombe. Mais les investigations de Casson auront au moins permis à la commission d'enquête parlementaire d'auditionner le Premier ministre italien, Giulio Andreotti. Celui-ci reconnaît officiellement l'existence de Gladio, non seulement en Italie, mais aussi dans tous les pays membres de l'OTAN et en Suisse. Dans l'Europe entière, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite. Où mène la piste de Gladio dans les autres pays européens? Dans quelle mesure les gouvernements étaient-ils informés? Quelle forme ont pris les activités de Gladio? Des commissions d'enquête sont créées en Suisse et en Belgique. Là aussi, leurs conclusions sont décevantes. En France, les archives restent fermées. Personne ne cherche à approfondir,
la presse est muette. Le gouvernement ouest-allemand refuse lui aussi d'informer l'opinion publique, et ce, en dépit des indices concrets sur une implication éventuelle de Gladio dans l'attentat de la fête de la bière à Munich. Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich. À Munich, le 26 septembre 1980, une bombe explose à 22h19 devant l'entrée principale de la fête de la bière. Nous sommes vendredi soir. Plus de 200 000 visiteurs se pressent autour des attractions. C'est l'attentat le plus sanglant de l'après-guerre en Allemagne. 13 morts et 211 blessés, dont certains grièvement atteints. La police et les sauveteurs sont rapidement sur les lieux, dès 22h20. Ils tentent de faire face au mieux. Mais leur aide arrivera trop tard pour de nombreux visiteurs de la fête de la bière. L'explosion a été si puissante qu'elle a tué et blessé des gens dans un rayon de 50 mètres. Les survivants sont encore marqués par les suites de cet attentat. Ursula Zasse et son époux Siegfried se trouvaient avec leur fils de 6 ans à proximité de l'explosion. Ils évoquent cet instant et comment il a affecté leur vie par la suite. Je n'avais plus qu'une seule pensée. Tu vas mourir. C'était ce que je ressentais. Tu vas mourir. Puis je me suis allongée. J'ai voulu lever mon bras. J'avais du sang partout parce que mon bras ne tenait plus que par un lambeau de chair d'un demi-centimètre d'épaisseur. Mon père a essayé de la tirer par le bras. Moi, je ne voyais que sa bouche grande ouverte, le visage déformé par le cri qu'elle poussait parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle était gravement atteinte au bras, avait la bouche pleine de sang, les dents de devant arrachées et la lèvre éclatée. Mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai juste vu qu'elle criait. Il l'a doucement reposée à terre, puis il s'est retourné avec moi vers la place et a dit « On va s'étendre ici ». Je me suis étendu à côté de mon fils, à même le pavé, et j'ai commencé à lui enlever ses vêtements. J'ai baissé son pantalon parce que je voyais le sang qui coulait. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé ce qui se passait sur la place. Les gens formaient un mur de plus en plus dense autour de nous et ils regardaient le spectacle, horrifiés. Renate Martinez veut quitter Munich pour un certain temps. Mais auparavant, elle ira une dernière fois à la fête de la bière pour prendre un peu l'atmosphère, comme elle l'avouera elle-même. J'étais pleine de brûlures. L'arrière de mes jambes était abîmé. J'avais des éclats partout. Il m'a fallu une transplantation de peau parce que j'avais un gros trou au bras. J'étais persuadée d'avoir été gravement blessée parce que personne ne se trouvait derrière moi. Quand la police est venue chez moi 2 semaines plus tard, avec un croquis couvert de petites croix, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs juste derrière moi. J'ai demandé au policier ce que ça voulait dire. Il était gêné. Il ne voulait pas me répondre. Je lui ai dit, ce sont des morts, toutes ces petites croix? Il a fait oui. J'ai été très émue parce que j'ai compris que je n'étais que légèrement blessée, grâce à ceux qui étaient morts derrière moi. J'ai eu d'énormes difficultés à m'en remettre. Ignaz Platzer compte lui aussi parmi les victimes. Il a perdu dans cet attentat à la bombe 2 enfants. Il ne peut s'empêcher de revenir régulièrement sur les lieux. Il parle difficilement à cause d'une opération du larynx. J'ai retrouvé mon fils. Il perdait du sang, mais je ne voyais pas de blessure. Il m'a dit « Papa, j'ai froid ». Puis quelqu'un l'a emmené. J'ai continué à chercher. Je suis arrivé à cet endroit. À l'époque, il y avait un stand de saucisses. Ma fille était appuyée dessus. Elle était déchirée de bas en haut. Je l'ai prise sur mes genoux.
« Ilona, qu'est-ce que tu as? Je vais t'aider. » Elle a dit « Papa, aide-moi, ça me fait trop mal. » Et puis elle a fermé les yeux, elle était morte. Le lendemain, je ne m'étais même pas couché. J'avais fumé toute la nuit. Un type de la police m'appelle. « Monsieur Platzer, j'ai une triste nouvelle. Votre fils est mort lui aussi. » C'était comme si le monde s'écroulait autour de moi. Ils étaient ce que j'avais de plus cher. Deux jours seulement après l'attentat, le coupable et le mobile paraissent évidents. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger. Köhler ist eines der 12 Todesopfer des Bombenanschlages. In Karlsruhe nannte Generalbundesanwalt Rebmann am Nachmittag Einzelheiten der Ermittlungen und der Untersuchungen am Tatort. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Le 12 septembre 2008, on inaugure la nouvelle stèle commémorant l'attentat. Dans son discours, le maire de Munich, Ude, qualifie l'attentat d'attaque contre la démocratie. Deswegen ist das hier kein Gedenkort für eine längst abgeschlossene und nie wiederholbare Gefahr. Nein, auch wenn es 28 Jahre her ist. Les instances judiciaires, en revanche, privilégient encore aujourd'hui la thèse du coupable solitaire, animée par une motivation personnelle et non politique. Pour Ignaz Platzer, c'est une contradiction qu'il supporte avec peine. Sa vie et celle de sa famille ont été détruites par cet attentat. Son fils Ignaz et sa fille Ilona, âgés de 6 et 8 ans, sont morts ici. Et tant de questions demeurent encore sans réponse. C'est ici, dans le faubourg munichois de Rammersdorf, que vit le journaliste Ulrich Chaussy. Si le dossier de l'attentat de la fête de la bière n'a pas été enterré, c'est surtout à lui qu'on le doit. Sans son travail de recherche, le dossier aurait disparu dans les armoires de l'administration. Il a su pointer du doigt les incohérences de l'enquête et remettre la version officielle en question. Je suis allé en tant que journaliste de la radio-télévision bavaroise couvrir une réunion organisée par l'avocat Werner Dietrich, le défenseur de certaines des victimes. Il les a informés de l'avancée de l'enquête et a fait remarquer qu'on n'avait pas réussi à mettre en lumière les dessous de cet acte criminel. Les victimes voulaient savoir ce qui s'était réellement passé, mais les investigations officielles, en tout cas c'était à l'époque la position des autorités, ne pouvaient leur fournir aucune réponse. Que s'est-il réellement passé autour de cette poubelle, située à l'entrée principale de la fête de la bière, là où la bombe avait explosé? Pour Franz Josef Strauss, cela semble tout de suite évident. L'attentat est l'œuvre des terroristes de gauche. Nous sommes en pleine campagne électorale. Une semaine plus tard, il se présente pour devenir chancelier. La campagne électorale de 1980 est dominée par le thème de la sécurité. C'est le cheval de bataille de Strauss, champion d'une politique de fermeté sans compromis. Et il s'y entend pour provoquer ses adversaires. L'attentat de la fête de la bière, 10 jours avant les élections du 5 octobre, exacerbe les esprits. Pourrait-on exploiter politiquement l'événement ? Les
leader conservateur pense tenir un argument imbattable. Il conclut aussitôt que l'attentat de Munich est signé par l'extrême gauche, plus précisément par la RAF, la fraction armée rouge. Strauss tire à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gerhard Baum, membre du Parti libéral. Wir werfen Herrn Baum schuldhaftes Verhalten vor. Schuldhaftes Verhalten einmal, dass in den letzten Jahren die Nachrichten- und Sicherheitsdienste so demoralisiert, so geschwächt und so entmutigt hat, dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit im Stadium vor der Begehung von Anschlägen erheblich geschwächt, eingeschränkt und weitgehend wirkungslos geworden ist. Offenbar hat Strauss eine Gelegenheit. De toute évidence, Strauss pensait avoir trouvé l'occasion de me régler mon compte. J'ai senti le danger et compris ce qui allait me tomber dessus, même si je n'ai pas douté une seule seconde d'avoir agi correctement. Mais ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pu crever l'abcès qu'après un certain temps, quelques heures ou quelques jours. Et ce reproche s'est dégonflé comme une baudruche quand on a eu établi d'où venait le coupable. La Theresienwiese à Munich. Tous les ans à l'automne, c'est dans ce pré que la plus grande fête foraine du monde, la fête de la bière, ouvre ses portes à plus de 6 millions de visiteurs venus du monde entier. Ainsi, le 26 septembre 1980, le jour de l'attentat. Nous sommes vendredi. Les tentes géantes sont dès midi déjà bien remplies. L'ambiance est décontractée, joyeuse. Et un agréable week-end d'automne s'annonce. En ce 26 septembre, s'engage inexorablement la marche vers l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la RFA. L'enquête a révélé que le terroriste Gundolf Köhler quitte Donaueschingen au volant de sa Ford Consul gris métallisé, immatriculé VSDD 500, en direction de Munich. Gundolf Köhler, accompagné selon les témoins d'un passager, tourne dans la rue Hermannling et gare la Ford Consul. Au bout de cette rue se trouve son but, la fête de la bière. Ce 26 septembre, ce n'est pas la première fois que Gundolf Köhler se rend à Munich. Quelques jours avant, la Ford Consul gris métallisé avait déjà attiré l'attention. Une répétition générale? Comme tous les ans pendant la fête de la bière, a lieu le défilé traditionnel en costume folklorique. Lors de son audition, un témoin, Nana N, se souvient de la Ford immatriculée VS DD 500. Mir fiel halt gleich das Kennzeichen VS auf und deshalb bin ich näher rangegangen und weil ich dachte, meine Bekannten seien auch auf dem Trachtenzug. Als ich dann in das Wageninnere reinschaute, sind die Leute richtig erschrocken. Quelque chose de recouvert par un tissu noir se serait trouvé entre les 5 occupants, 4 hommes et une femme sur le siège arrière. Après avoir garé sa voiture, Gundolf Köhler se dirige vers un bâtiment sur un rond-point arboré, situé directement en face de l'entrée principale de la fête de la bière. C'est de cet endroit qu'un témoin capital de l'attentat observe le va-et-vient jusqu'à l'explosion de la bombe de Köhler, soit pendant près d'1 heure et demie. Frank Willy Lauterjung, né le 24 mars 1944 à Oberstdorf, travaille dans l'hôtellerie. Ce soir-là, Lauterjung flâne autour des Vespasiennes du rond-point, un lieu de drague homosexuelle. Voici le témoignage très détaillé de Frank Lauterjung. Il a observé Gundolf Köhler devant l'entrée de la fête de la bière. J'ai filmé une reconstitution de sa déposition avec les 2 acolytes de Köhler pour qu'on puisse se rendre compte combien la version du crime en réunion est crédible. Je vous lis le passage. Vers 21h30, 21h45,
J'ai vu, tout près du bâtiment abritant les Vespasiennes, entre deux bancs publics, 3 personnes formant un groupe compact qui discutaient. Les 2 hommes qui accompagnaient Köhler ont attiré mon attention, surtout à cause de leurs cheveux très courts. De plus, ils m'ont semblé être assez fébriles. Je me corrige. Les 3 avaient l'air de discuter fébrilement. D'après le croquis du témoin Frank Lauterjung, Gundolf Köhler traverse alors le boulevard et va jusqu'à la poubelle située devant l'entrée de la fête de la bière. Peu de temps après, la bombe explose. Mit einem Flugblatt und Fragen an die Bevölkerung versucht die Polizei, die Tatumstände und den Hintergrund des Bombenanschlages weiter aufzuhellen. Die Behörden bitten um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, über Gundolf Köhler ebenso wie über seine Begleiter. Außerdem wird nach seinen Aufenthaltsorten und nach seinem Lebenskreis gefragt. Dans la nuit qui suit l'attentat, se tient une conférence de presse avec le gratin de la politique accouru aussitôt sur les lieux. La direction de la police bavaroise prend tout de suite l'enquête en charge et 2 jours plus tard, elle crée une cellule spéciale fête de la bière forte de 40 policiers. Peu après, alors qu'on soupçonne un attentat terroriste, l'enquête est reprise par le procureur fédéral de la RFA. Was hier an Erkenntnissen vorliegen. Es handelt sich hochbrisanten Sprengstoff, mindestens im Kilobereich. Langemann, le directeur des renseignements généraux de l'époque au ministère bavarois de l'Intérieur, croit devoir protéger Strauss d'un retournement de situation. Or, des éléments ultra secrets de l'enquête étaient parvenus en sous-main à des journaux à grand tirage. Quelques heures après l'attentat, il possédait des informations qu'il n'avait pu obtenir que par l'intermédiaire de Langemann. Dans le journal des interventions de la police, par exemple, le nom de Köhler apparaît pour la première fois à 9h20, environ une dizaine d'heures après l'attentat, transmis au journaliste à Sensation qui le cite presque mot à mot. À ce moment, surgit au ministère de l'Intérieur à Munich l'idée de faire venir quelques journalistes triés sur le volet pour d'une part leur dire qu'on a évidemment surveillé en permanence les milieux d'extrême droite en Bavière et d'autre part pour leur jeter en pâture certains résultats de l'enquête, quasiment minute par minute. Avec des conséquences catastrophiques. Journal de la police, 27 septembre 1980, 10h03. Le fichier informatique de la police livre l'information « Gundolf Köhler a eu des contacts avec le groupe de sport de défense Hoffmann ». C'est la première piste sérieuse qui infirme un acte isolé. Ce bouclier politique a entraîné d'énormes dégâts au niveau de l'enquête criminelle. Parce que l'entourage de Köhler a ainsi tout de suite été sur ses gardes. Ce qui le prouve, c'est que le procureur général à Karlsruhe, qui avait repris l'enquête à son compte, aussitôt connu la participation de Köhler au groupe de sport de défense Hoffmann, a voulu imposer un blackout, qui était déjà rompu dans les faits. Il était consterné que le nom et la ville d'origine du suspect aient été divulgués dans tous les médias dès le lendemain soir de l'attentat. À peine un jour après l'attentat, les journalistes de la presse à Sensation arpentent Donaueschingen à la recherche de détails sur la vie et l'entourage de Köhler. La police ne commencera son enquête que 7 jours plus tard, un délai largement suffisant pour effacer des traces ou pour harmoniser des témoignages.
Les deux instances du parquet ont rendu leur rapport final. On pouvait y lire qu'un jeune homme du nom de Gundolf Köhler, étudiant en géologie à Donaueschingen, avait préparé son crime entièrement seul, l'avait mis à exécution également seul, et que ses mobiles étaient exclusivement personnels. Il était déçu par la vie, frustré dans ses relations féminines, avait raté ses études. Son crime était en quelque sorte un suicide, ayant entraîné la mort d'autres personnes. C'est à peu près en ces termes qu'on a informé l'opinion publique à l'époque. D'un crime commis par un groupuscule, on passait de manière surprenante à une responsabilité unique, celle de Gundolf Köhler, dépourvu de mobile politique. Voici un photomontage réalisé par les enquêteurs. La thèse du coupable ayant agi seul était lancée, et le procureur général ne tarda pas à la faire sienne. L'explication donnée est simple. Gundolf Köhler a préparé et exécuté son attentat seul. Il avait un mobile exclusivement personnel. C'était un jeune homme solitaire et désemparé, faisant montre d'une haine inextinguible à l'égard du monde. Gundolf Köhler a grandi ici, à Donaueschingen, au bord de la forêt noire. Ulrich Saucy a cherché des traces de la biographie de Köhler dans sa ville natale. Il désirait savoir si l'image du coupable isolé et désespéré, que les enquêteurs essayaient d'accréditer, pouvait coller à la réalité. En venant à Donaueschingen, j'ai constaté rapidement que ce portrait diabolique disparaissait pour faire place à celui d'un garçon sans aspérité, plutôt rêveur et exalté. L'homme coiffé à la diable, comme l'avait décrit un des témoins de l'attentat à Munich. Les recherches dans l'entourage de Köhler confirment. De nombreux indices vont à l'encontre de la thèse du mobile personnel. Quand on vit isolé, sans aucun contact, on ne passe pas une petite annonce pour jouer dans un groupe en tant que batteur. On n'a pas de job de vacances. On ne sillonne pas l'Europe avec un billet interrail. Et surtout, on n'ouvre pas un plan épargne-logement quelques semaines avant de dire adieu au monde dans une énorme explosion. Il y a quelque chose qui cloche. C'est la maison des parents de Gundolf Köhler à Donaueschingen. Elle est perquisitionnée par la police après l'attentat. Dans la cave, les enquêteurs découvrent des copeaux de métal, des produits chimiques et des outils permettant d'ouvrir des bombes. Peut-on dire que cela renforce la thèse du crime commis seul? On en déduit que la bombe a été entièrement fabriquée dans la maison des Köhler à Donaueschingen. C'est ce que confirment les dépositions de certains témoins, affirmant que le corps de la bombe, en tout cas celle qui a servi, était bien dans cet atelier. Mais il reste la question de l'explosif. On n'a retrouvé aucune trace, même microscopique, de l'explosif militaire utilisé. Et dès le départ, on peut douter très sérieusement qu'il soit possible d'exécuter seul un tel acte, tant sur le plan technique que sur le plan de l'organisation. Existe-t-il des indices d'un lien entre le terrorisme d'extrême droite et Gladio dans le cas de l'attentat de la fête de la bière? Werner Dietrich, l'avocat des victimes, ici à la droite de l'image, est l'un de ceux que les trop nombreuses incohérences de l'enquête préoccupent encore. On aurait pu dire, on a trouvé Köhler, il est mort, donc pas de poursuite contre lui. Mais on maintient l'instruction en cours contre Hoffmann et les autres, pour donner un signal politique et montrer qu'on prend au sérieux les indices et les signaux indiquant que ce crime a peut-être été échafaudé par un groupuscule organisé d'extrême droite passé au terrorisme. En tout cas, pour montrer qu'on n'élimine pas d'emblée cette possibilité. Le groupe de sport de défense Hoffmann.
C'est un groupuscule adepte de la violence, avec des tendances terroristes. Il disposait de contacts solides dans les milieux néo-nazis, y compris à l'étranger. Ce qui vaut aussi pour Gundolf Köhler, le poseur de bombes de Munich. Commando. C'est le titre du magazine édité par le groupe de sport de défense Hoffmann. Il ne paraîtra que 5 fois, mais sera distribué dans toute l'Europe. On retrouve Gundolf Köhler sur la couverture du magazine Commando de 1979. Köhler, le poseur de bombes de Munich, semble avoir eu avec le groupe de sport de défense des liens beaucoup plus étroits que ce que les autorités ont bien voulu révéler. Le groupe de sport de défense Hoffmann, cette dangereuse organisation néo-nazie, avait accès à des armements et à des explosifs. Provenait-il des arsenaux de l'OTAN ou de dépôts d'armes Gladio? Les entraînements au sport de défense et les exercices paramilitaires servaient-ils de préparation à des attentats terroristes? Le 30 janvier 1980, 8 mois avant l'attentat de la fête de la bière, le ministre de l'Intérieur, Gerhard Baum, avait fait interdire le groupe de sport de défense Hoffmann. Un véritable arsenal avait été saisi à cette occasion. Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten... Also, ich habe C'est vrai, j'ai interdit le groupe de sport de défense début 1980 contre l'avis, je me rappelle très bien, de la Bavière, donc de son premier ministre Strauss, et contre celui de plusieurs ministres de l'Intérieur chrétiens-démocrates. On savait qu'ils s'entraînaient à fabriquer des bombes et au maniement des armes. Ça ne pouvait s'expliquer que par l'intention de les utiliser. Nous redoutions qu'ils passent de l'entraînement à l'action concrète. Les attaques de Strauss contre Baum, le seul à avoir réellement fait quelque chose contre le groupe de sport de défense Hoffmann, menaçaient de lui revenir en pleine figure comme un boomerang. Strauss s'était permis de plaisanter à propos de Hoffmann et de son groupe, une troupe paramilitaire d'une centaine d'hommes, en disant « Si quelqu'un a envie de batifoler dans les bois avec un ceinturon et un tromblon, il n'y a qu'à le laisser faire. » Des formulations comme ça, Strauss courait un vrai risque, qu'on les lui reproche aujourd'hui. Après une perquisition au quartier général et son arrestation temporaire, Hoffmann déclare à la télévision qu'à partir de maintenant, il pourrait changer d'attitude. Est-ce une menace qui annoncerait l'attentat de la fête de la bière 9 mois plus tard? Wir werden zwar jetzt nun diesen Wehrsport in dieser Uniform nicht mehr tun, wir werden abchecken, was wir noch tun dürfen und was nicht, aber wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art und Weise. Wenn man glaubt, dass man Menschen mit einer solchen Behandlung dazu bringen kann, dass sie aufgeben und Ruhe geben. Nicht Menschen unserer Art. Wir werden dem Unrecht so lange entgegentreten, bis wir umfallen. L'interdiction prononcée, Hoffmann et quelques fidèles s'éclipsent au Liban. Entraînement intensif pour de futures actions. Gundolf Köhler est qualifié de seul coupable. Et son lien avéré avec le groupe de sport de défense Hoffmann déclaré sans conséquence et dénué de tout contexte politique. Mais il y a mieux. Le groupe de sport de défense et son Führer Hoffmann entretenaient des contacts étroits avec Heinz Lemke, soupçonné d'être un agent Gladio. Dans les relations de Hoffmann, on trouve Heinz Lemke. Une perquisition a permis de constater que Hoffmann mijotait un plan, qu'il n'a pas pu mettre à exécution, pour libérer de sa prison de Spandau le criminel de guerre Rudolf Hess, le dauphin de Hitler. Hoffmann a rencontré Lemke à cette occasion. La chasse à l'explosif de Munich, peut être livrée par Lemke, conduit dans la lande de Lüneburg. Au plus fort de la guerre froide, on pensait que cette région proche de la frontière de la RDA
serait sans doute celle où les blindés soviétiques effectueraient leur percée. C'était donc un terrain d'opération pour Gladio et ses commandos Stay Behind. À la mairie d'Ebsdorf, un village non loin de l'ancienne frontière avec la RDA, se trouve le bureau de l'archiviste Manfred Schmidt. Il est un peu la mémoire vivante de la région. Tout ce qui peut contribuer à l'histoire de cette région est rassemblé ici. Donc aussi ce qui concerne un hameau forestier, Östringen, situé sur le territoire de la commune. C'est là qu'un ouvrier forestier découvre en octobre 1981 la plus importante cache d'armes clandestine de l'après-guerre en Allemagne, par hasard. Voilà une vieille carte des années 50. Je vais vous montrer comment on va à Östringen, par Arnstedt-Einsen. De Arnstedt à Östringen, il y a 4 kilomètres. Là, il y a une maison forestière à Östringen. Et 1 kilomètre plus loin, dans la forêt de Susing, pratiquement déjà dans la forêt, se trouve la maison forestière de ce monsieur Lemke, qui avait caché en face de sa maison, dans une carrière de gravier abandonnée, une partie des armes. Heinz Lemke habitait et travaillait ici depuis la fin des années 70. En 1959, il avait fui la RDA et avait tout de suite rejoint des associations d'extrême droite. 2 jours seulement après l'attentat de la fête de la bière, le 28 septembre 1980, la police, sur la foi d'un renseignement venu de Munich, fouille la maison de Lemke à la recherche d'explosifs. Sans résultat. Elle ne recherchera d'éventuelles caches d'armes que 2 ans plus tard. Grave erreur. C'est là, à droite, que se trouve une ancienne carrière de sable ou de gravier. Le garde forestier et l'archiviste nous conduisent à la carrière de gravier où a été découverte la première cache. Dans ce périmètre, non loin de la maison forestière, entre l'automne 77 et juin 78, Lemke avait aménagé en tout 33 caches d'armes. S'agissait-il d'un camp Gladio? Polizei und Bundeskriminalamt nahmen Ermittlungen auf. Zwar brachten sie schnell heraus, wer die Waffendepots angelegt hatte, der 44-jährige Forstfacharbeiter Heinz Lemke, ein gerichtsbekannter Rechtsextremist. Er zeigte der Polizei auch weitere Verstecke. Lemke avait été incarcéré le 27 octobre 1981 et pendant sa détention provisoire, il avait indiqué l'emplacement des caches d'armes. Eine Waffen- und Munitionssammlung von höchster Brisanz. 156 Kilogramm Sprengstoff, 230 Kilogramm Sprengkörper, über 13.000 Schuss Munition, 258 Übungshandgranaten, einige Gewehre, eine Maschinenpistole, aber auch hochgiftige Stoffe wie Cyan, Kali oder Arsen waren sorgfältig verpackt im Waldboden verborgen. Eigentlich klar, dass Lemke dieses Waffenarsenal nicht allein beschaffen konnte. Doch seltsam. Zwar weiß man einiges über seine Vergangenheit, praktisch aber nichts über seine Hintermänner und Gesinnungsgenossen. 5 jours après son arrestation, Lemke est retrouvé mort dans sa cellule. Il avait déclaré la veille qu'il était prêt à faire des révélations complètes sur l'origine des caches d'armes. Est-il brusquement devenu dangereux pour des commanditaires appartenant peut-être à Gladio, qu'il aurait fait éliminer? Le journaliste Eckhard Spoh a mené à l'époque ses propres investigations sur la mort de Lemke. Il met fortement en doute la version officielle du suicide. Wenn jemand bereit ist, sich zu äußern zu dem, si quelqu'un est prêt à s'exprimer sur ce dont il est accusé, si de plus, il déclare clairement qu'il est prêt à parler le lendemain en présence d'un procureur fédéral qu'il connaît, et qu'il se suicide, il y a comme une contradiction. En principe, on fait attention en prison à ce que le détenu ne se suicide pas. Pourquoi ce câble qui lui a permis de se suicider? Qui est venu le voir?
On a dit que des visiteurs étaient passés le samedi. Je n'ai jamais rien pu apprendre sur leur identité. 2 jours après la mort de Lemke, le procureur général fédéral se charge de l'affaire à la surprise de tous. Et il impose un blackout total. Fin 1982, l'enquête est close définitivement. À l'instar de Gundolf Köhler, le terroriste de la fête de la bière, Heinz Lemke aurait également agi seul. Ce serait un collectionneur d'armes aux idées d'extrême droite. Une étonnante concordance. Mais un passage dans les attendus du procureur général fédéral soulève le doute. Sie lassen es vielmehr zumindest möglich erscheinen, dass Ils font apparaître comme possible qu'il ait été pénétré d'une crainte que la raison ne peut expliquer entièrement, celle d'une invasion soviétique, et qu'il était décidé à s'opposer aux assaillants attendus en tant que combattant isolé ou en tant que chef de franc-tireur. Il pourrait avoir dans ce but rassemblé et enterré les armes et les munitions trouvées dans les caches souterraines. Ce que le procureur général fédéral a écrit là, en tant que combattant isolé ou en tant que chef de franc-tireur, c'est exactement le concept de Gladio. Le procureur renforce en fait le doute. Les caches d'explosifs de Lemke feraient-elles partie du réseau Gladio? L'explosif utilisé à Munich provient-il peut-être des réserves de Lemke? Le procureur général fédéral n'envisage même pas cette possibilité. Au cours de l'enquête concernant Lemke lui-même, on a étudié partiellement les liens qu'il avait avec les milieux d'extrême droite. Bizarrement, la question de savoir s'il est susceptible d'avoir livré l'explosif de l'attentat de la fête de la bière n'est pas évoquée. C'est d'autant plus étonnant que l'enquête sur l'attentat est dirigée au même moment par une section unique du parquet fédéral et que ces 2 enquêtes seront closes à 1 semaine d'intervalle en novembre 1982. Le cas Lemke n'est pas le seul à poser problème. Quand la police clôt l'enquête de l'attentat de la fête de la bière en novembre 1982, il reste bien des aspects étranges et des questions sans réponse. Certains témoins meurent prématurément. Certaines dépositions ont disparu dans les conclusions. Et il y a des témoins importants que la police ne se donne même pas la peine d'interroger. L'un d'entre eux se suicidera plus tard dans une barre de HLM à Rodgau dans la Hesse. Il s'appelle Stefan Wagner. Il est fiché comme néo-nazi et comme lieutenant de Karl-Heinz Hoffmann. Au terme d'une folle course-poursuite, il met fin à ses jours. Accoutré d'un semblant d'uniforme SS, il prend des otages, les tireurs d'élite de la police à ses trousses. Il hurle qu'il a participé à l'attentat de la fête de la bière, mais que jamais il ne se laissera prendre vivant. Wagner était en contact étroit avec les milieux terroristes d'extrême droite. Il connaissait Gundolf Köhler et Heinz Lemke pour les avoir rencontrés lors d'entraînements. On notera que la cellule spéciale d'enquête sur l'attentat à la bombe de la fête de la bière avait interrogé pas moins de 1800 personnes. 90 appartenaient à l'entourage direct de Gundolf Köhler. Plus de 1500 pièces à conviction ont été réunies, de nombreuses expertises réalisées. Mais si Stefan Wagner, lui, n'a pas été interrogé, c'est pour des raisons tactiques, dira la version officielle. Mystère aussi concernant le seul témoin capital, Frank Lauterjung. C'est lui qui avait observé Gundolf Köhler et ses 2 acolytes peu avant l'attentat. 6 semaines après l'explosion, il est à nouveau convoqué et il retire brusquement son premier témoignage. On avait convoqué Frank Lauterjung pour une simple raison, pour qu'il revienne sur les observations qu'il avait faites. Et on lui a posé des questions en lui suggérant les réponses. Se pourrait-il que Köhler et ces 2 types n'aient rien eu à voir ensemble?
Se pourrait-il que la mallette que portait Köhler ait été une mallette d'outils provenant de la voiture, alors qu'elle était complètement différente? Grâce à cet interrogatoire suggestif, on a extorqué à Frank Lauter-Jung une déposition disant que ces deux hommes n'avaient rien à voir avec Köhler. Pendant l'été 1982, Frank Lauter-Jung décède prématurément à l'âge de 36 ans. Avec lui, disparaît le témoin le plus important de l'attentat à la bombe. Autre exemple. Une femme qui se trouvait sur les lieux de l'attentat tout de suite après l'explosion a témoigné qu'elle avait remarqué une scène insolite. Deux hommes se tenaient là. L'un des deux était plus ou moins en train de s'accuser. Il disait « Aide-moi, aide-moi, c'est pas ma faute, je n'ai pas voulu ça ». Une déposition qui aurait valu qu'on s'y intéresse. Mais les pistes qu'on a laissées tomber sont tellement nombreuses. Celle du photographe Oswald Baumeister, par exemple. Le jour de l'attentat, il teste son nouvel appareil photo à la fête de la bière. La bombe explose. Il n'est pas très loin. Il prend les premières photos du carnage. Certaines seront publiées. Aurait-elle pu fournir des renseignements sur d'éventuels complices? La police ne s'y est jamais intéressée. Donc j'ai réagi en professionnel. Je ne pensais plus. Ou seulement en termes de plan d'ensemble, de demi-ensemble, les gros plans. C'était clair, je dois l'avouer, je ne voulais pas m'approcher trop près. Et puis il y a eu ce moment un peu étrange où je me suis dit, nom d'un chien, tu es là à faire des photos, tu ferais mieux d'aider. Mais il y avait déjà des gens qui s'occupaient des blessés. Quand je suis rentré chez moi, je m'attendais à avoir un appel sur mon répondeur ou au journal d'un organe officiel. Je pensais qu'on allait me dire « Vous étiez le premier photographe sur les lieux. Est-ce qu'on peut voir le film en entier ?» Puisque j'étais là avant la police. J'aurais trouvé ça normal qu'ils disent « Vous avez peut-être un cliché sans intérêt, que vous n'avez même pas développé, sur lequel on pourrait trouver quelque chose. » Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont même pas téléphoné. Jerzy Montag est député des Verts au Bundestag. Il profite d'une séance au Parlement en octobre 2009 pour présenter avec d'autres députés une série de questions très complètes sur Gladio. Ils n'obtiennent aucun éclaircissement nouveau. On se doute évidemment, et certaines affaires le prouvent, que ces milieux d'extrême droite, toujours prêts à user de violence, étaient remplis d'indicateurs de la sécurité du territoire et des services secrets. D'où l'importance pour les députés de savoir dans quelle mesure les contacts dans les organes de sécurité allemands dont dépendaient ces indices étaient au courant d'informations sur l'attentat. Bien que Lemke, potentiellement un agent Gladio, ait eu des contacts avec le groupe de sport de défense Hoffmann, cette piste n'a pas été exploitée. On ne sait toujours pas d'où provenait l'explosif de l'attentat de Munich. Reconstituer aujourd'hui les rapports de cause à effet à l'aide de techniques nouvelles est impossible. En effet, en réponse à une demande écrite, le parquet fédéral a reconnu que toutes les pièces à conviction de l'attentat de la fête de la bière avaient été détruites en 1997-98. Il ajoutait brièvement que ceci était une procédure administrative habituelle. Y a-t-il eu un lien entre les commandos Gladio et l'attentat de Munich? Si oui, fallait-il l'occulter? Les organes du gouvernement responsables des services secrets et par conséquent les premiers ministres de tous les partis de 1953 à 1990 ont été tenus informés de cette organisation secrète, mais pas le Parlement. C'est une longue histoire faite de falsification et de dissimulation sans aucun éclaircissement ou explication crédible. Il y a eu quelques questions et quelques interventions au Parlement avec l'appui des Verts, que ce soit en Allemagne ou au Parlement européen.
Mais il n'y a jamais eu de la part des gouvernements, ni de celle des organes de sécurité, la moindre velléité ou le moindre intérêt à apurer ce passé. Je ne vois absolument pas aujourd'hui la nécessité de continuer à protéger le secret. Il faut mettre fin au non-dit et entreprendre publiquement un travail de mémoire lucide sur cet épisode de l'histoire de l'après-guerre de l'Allemagne de l'Ouest. Tout ceci ne cadre pas avec l'image idyllique d'une petite RFA bien propre sur elle. Cela vient bien sûr aussi ternir l'image de son chancelier Adenauer, qui est resté une référence idéologique pour les chrétiens démocrates. Cela vaut aussi pour les pratiques de Strauss, qui est pour les chrétiens sociaux de la Bavière une personnalité équivalente. Service secret, extrême droite, indicateur. Les commandos Gladio ont existé en Allemagne. Leur contrôle a-t-il échappé aux autorités? Les activistes d'extrême droite ont-ils utilisé ces structures pour leur propre compte? Une chose est sûre, le Parlement n'était pas informé. Comme pour l'Italie, seule l'ouverture des archives pourra répondre à ces interrogations. Mais jusqu'à aujourd'hui, tous les gouvernements ont opposé un refus à cette demande, craignant sans doute d'éventuelles révélations. Concernant l'attentat de la fête de la bière, les indices qui vont à l'encontre de la version officielle du responsable isolé sont légion. Beaucoup renforcent même l'hypothèse d'un groupe politiquement motivé, proche de la mouvance terroriste d'extrême droite, sans exclure une implication de la structure paramilitaire Gladio créée par l'OTAN. Les victimes et leurs familles attendent, elles, depuis près de 30 ans que toute la vérité soit faite. Elles attendent toujours. Toute cette affaire, c'est pour elles une blessure qui ne se referme pas. Leurs enfants sont morts, beaucoup sont mutilés à vie. Pour retrouver un jour la paix, il faut que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé. Qu'il y a bien eu en sous-main des commanditaires d'extrême droite, et que Gundolf Köhler ne peut en aucun cas avoir été un criminel solitaire et tourmenté qui aurait agi pour des motifs d'ordre privé. Les victimes de l'attentat de la fête de la bière devront continuer à vivre avec leurs souvenirs. Je me souviens que M. Strauss est venu me voir en famille à l'hôpital. J'étais en soins intensifs. Il me toisait, ça me fait encore rire. Et sa femme lui a dit « Regarde Franz », ou un autre petit nom. « Regarde Franz, quelle misère !» Là-dessus, il se retourne à moitié et dit en bavarois le plus pur « Ça me rappelle la guerre, j'y étais. » Oui, on était bien en Bavière. Et malgré toute cette tragédie, j'ai pensé, ça c'est vraiment son style. Évidemment, j'aimerais avoir des explications honnêtes. Je crois qu'on préfère toujours la vérité, même si elle doit éventuellement se révéler dérangeante. J'ai soif de justice, parce que je considère cette thèse du responsable isolé comme parfaitement intenable. Et je voudrais absolument que les vrais coupables soient traduits devant les tribunaux. Parmi les victimes de l'attentat de 1980 à la fête de la bière, c'est Ignaz Platzer qui porte le plus lourd fardeau. Il ne lui reste plus qu'un fils sur ses 5 enfants. Depuis des années, il se rend seul sur la tombe familiale. Quand je repense à tout ça et que je me retrouve ici, ça me rend très triste. Je me sens seul. Et puis je me dis, pourquoi moi je suis resté? Pourquoi? J'ai 4 enfants qui sont tous là-dedans. Il n'y a pas pire perte pour un être humain, à moins de mourir soi-même. Peut-être devait-il mourir pour que je vive, qui sait? C'est comme ça que je le ressens.